soyez tolérant avec les autres et strict avec vous-même. Avez-vous déjà eu l'impression de courir constamment à vide parce que vous êtes trop occupé à vous assurer que la tasse de tout le monde est pleine? C'est comme si vous étiez la personne de référence pour les problèmes de tout le monde, mais quand vous regardez autour de vous pour trouver quelqu'un pour remplir votre tasse, ce sont des grillons. Cela vous semble familier, n'est-ce pas? C'est là que nous tombons sur une vérité ancienne, qui existe depuis l'époque du stoïcisme, mais qui est toujours aussi pertinente aujourd'hui. Le stoïcisme ne consiste pas seulement à endurer la douleur ou les difficultés, il s'agit de trouver la force incroyable qui vient de savoir quand dire non, quand se donner la priorité et comment être vraiment là pour les autres sans se perdre dans le processus. Il s'agit de maîtriser l'art de ne pas s'immoler par le feu juste pour garder les autres au chaud. Intrigué? Vous devriez l'être, car aujourd'hui, nous plongeons profondément dans la façon dont ces anciens principes stoïciens peuvent révolutionner la façon dont vous abordez la gentillesse, la générosité et, oui, même les soins personnels. Donc, si vous avez déjà eu l'impression de trop donner de vous-même, ou si vous êtes curieux de savoir comment le stoïcisme peut vous aider à trouver un équilibre plus sain, restez dans les parages. Celui-ci est fait pour vous. La seule chose que je vous demande, c'est de ne pas sauter cette vidéo de quelque manière que ce soit. Si vous êtes ici, considérez-vous comme différent de la majorité. Considérez-vous comme une exception. Maintenant, agissez comme un seul et ne sautez aucune partie du contenu. 1. Le piège de la gentillesse excessive. Imaginez ceci. Vous êtes la personne sur laquelle tout le monde compte, celle qui dit toujours oui à chaque demande, faveur et appel à l'aide. Ça fait du bien, non? Être la personne de référence, celle qui règle tout pour tout le monde. Mais voici le hic. C'est comme si vous donniez des morceaux de vous-même, petit à petit, jusqu'à ce qu'un jour vous cherchiez quelque chose à donner et que vous découvriez qu'il ne reste plus rien. Soudain, lorsque les rôles s'inversent et que vous êtes dans le besoin, vous regardez autour de vous et réalisez que vous êtes seul. Pourquoi? Parce que vous avez tout donné. C'est là que la sagesse du stoïcisme, transmise par des penseurs comme Marc Aurèle, entre en jeu. Il a toujours insisté sur l'importance de prendre soin de soi. Il croyait que nous ne pouvons pas être au service des autres si nous ne prenons pas d'abord soin de nous-mêmes. Il soutiendrait que notre propre bien-être est la base sur laquelle nous pouvons construire notre capacité à aider les autres. Sans lui, tout le reste s'effondre. Utilisons l'analogie de deux voisins avec des jardins, qui illustre magnifiquement ce point. Un voisin s'occupe d'abord de son propre jardin, en veillant à ce qu'il soit sain et prospère. Parce que leur jardin est bien entretenu, ils ont une abondance à partager avec les autres. L'autre voisin, cependant, est tellement occupé à s'occuper des jardins de tout le monde qu'il néglige le leur. Au fil du temps, leur jardin devient envahi par la végétation, flétri et improductif. La morale de l'histoire? Il est crucial de prendre soin de votre propre jardin avant de pouvoir aider efficacement les autres avec le leur. Cela ne signifie pas que vous ne devez pas aider les autres. Le stoïcisme nous enseigne l'équilibre et la durabilité dans nos actes de gentillesse. Il nous demande de nous demander si mon aide est durable. Est-ce que je m'occupe aussi de mon bien-être? Épictète a dit que ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la façon dont vous y réagissez qui compte. Cette sagesse nous rappelle que nous avons le choix et le pouvoir de dire non lorsque cela est nécessaire, pour nous assurer que nos actes de gentillesse ne se font pas au détriment de notre propre santé et de notre bonheur. Platon, une autre sommité de la philosophie, a souligné l'importance de se connaître soi-même. Dans le contexte d'être trop généreux, se connaître soi-même signifie reconnaître ses limites et comprendre que l'aide véritable et la gentillesse ne sont possibles que lorsque nous sommes en position de force, et non d'épuisement. Et n'oublions pas Carl Jung, un titan de la psychologie, qui a dit « Qui regarde dehors, rêve. Qui regarde à l'intérieur, se réveille. » Cela nous encourage à regarder à l'intérieur et à nous assurer que nous ne gaspillons pas notre énergie sur des exigences extérieures au détriment de notre bien-être intérieur. Deuxièmement, l'art de donner sans condition. Les stoïciens, comme Sénèque, Marc Aurèle et Épictète, étaient tous à propos de la pureté de l'action, faisant la chose juste pour elle-même, et non pour une récompense ou une reconnaissance. Sénèque, en particulier, avait beaucoup à dire sur la générosité. Il croyait que la vraie générosité ne se réclame pas d'une tape dans le dos. Il donne simplement parce que c'est la bonne chose à faire. Il a dit que nous devrions donner comme nous recevrions, gaiement, rapidement et sans hésitation, car il n'y a pas de grâce dans un bienfait qui colle au doigt.
Imaginez donner juste pour voir la joie sur le visage de quelqu'un, sans agenda caché ni décompte silencieux de qui doit à qui. C'est le cœur de la générosité stoïcienne. Il s'agit de donner d'un lieu d'abondance d'esprit, pas nécessairement de richesse matérielle. Quand on donne en espérant quelque chose en retour, on ne donne pas vraiment. Nous faisons du commerce. Et soyons honnêtes, la vie est trop riche et complexe pour être réduite à une simple transaction. Cette philosophie s'accorde à merveille avec ce dont Aristote parlait des vertus. Il croyait que la vraie vertu réside dans le fait de trouver de la joie dans les actes vertueux eux-mêmes et non dans les récompenses extérieures qu'ils peuvent apporter. Cela s'aligne parfaitement avec la vision stoïcienne de la générosité. Il s'agit de trouver de la joie dans l'acte de donner, de savoir que vous avez fait une différence, aussi petite soit-elle, dans la vie de quelqu'un d'autre. Platon a souligné l'importance d'agir selon nos idéaux les plus élevés, quel qu'en soit le résultat. Cette approche de la générosité signifie donner parce qu'elle correspond à ce que nous aspirons à être, et non parce que nous attendons un retour. Il s'agit d'être fidèle à nos idéaux, d'incarner les vertus que nous apprécions le plus. Et puis il y a l'angle psychologique, magnifiquement articulé par Carl Jung, qui a parlé de l'ombre et de la personnage, des parties de nous-mêmes que nous montrons au monde et de celles que nous gardons cachées. Le travail de Jung nous encourage à intégrer toutes les parties de nous-mêmes, ce qui inclut la reconnaissance de la joie que nous trouvons à donner sans attente. C'est un acte profond d'auto-intégration et d'authenticité. Épictète nous rappelle que nous contrôlons nos intentions et nos actions, mais pas leurs résultats. Ainsi, lorsque nous donnons, nous le faisons à partir d'un lieu de contrôle, en choisissant d'être généreux, en choisissant d'offrir de la gentillesse sans penser à ce qui pourrait nous revenir. C'est stimulant. Cela déplace notre attention de ce que le monde nous doit à ce que nous pouvons apporter au monde. Alors, voici le problème. Donner sans rien attendre en retour n'est pas seulement noble, c'est libérateur. Il nous libère de la déception des attentes non satisfaites et de l'amertume du sentiment d'être utilisé. Il maintient notre esprit de générosité bien vivant, enrichissant notre vie et celle de ceux qui nous entourent. Cela ne nous épuise pas. Elle nous remplit de la joie profonde et durable d'avoir fait une différence positive, aussi petite soit-elle. Troisièmement, la nécessité de fixer des limites. Dans le monde d'aujourd'hui, toujours connecté, on a l'impression que tout le monde veut une partie de nous. Notre temps, notre énergie, notre attention, cela peut devenir écrasant. Le stoïcisme, en mettant l'accent sur la vertu personnelle et la paix intérieure, nous enseigne l'importance vitale de dire non. Mais soyons clairs, il ne s'agit pas de tourner le dos à ceux qui sont dans le besoin. Il s'agit de protéger notre propre bien-être afin que nous puissions vraiment être au service des autres. Considérez l'histoire poignante d'une mère qui, par amour et attention, a tout fait pour sa fille. Bien que cela puisse sembler être la quintessence de l'amour parental, cela a eu des conséquences inattendues. La fille n'a jamais appris à naviguer dans le monde par elle-même. Ce n'est qu'après le décès de la mère que la fille a été forcée de voler de ses propres ailes. Cette histoire, bien que simple, illustre une vérité profonde. Une aide excessive peut freiner la croissance personnelle. C'est un rappel des stoïciens qu'il est crucial de favoriser l'indépendance chez les autres. En fixant des limites, nous ne sommes pas froids ou indifférents. Au contraire, nous encourageons ceux qui nous sont chers à trouver leur propre force et leur propre résilience. Marc Aurèle en a dit long sur l'importance de l'autodiscipline et la sagesse de comprendre ce qui est sous notre contrôle. Appliquer ces enseignements au concept de limite signifie reconnaître que même si nous pouvons offrir du soutien, nous ne pouvons pas vivre la vie des autres à leur place. Il s'agit de trouver un équilibre entre l'assistance et l'habilitation, en veillant à ce que notre aide soit vraiment bénéfique et non une béquille qui empêche le développement personnel. Sénèque croyait en la valeur de l'autosuffisance et mettait en garde contre les pièges de la dépendance. En fixant des limites, nous enseignons aux autres à compter sur leurs ressources intérieures, tout comme Sénèque a enseigné que le vrai bonheur vient de l'intérieur, et non des circonstances extérieures ou des actions des autres. Le concept d'Aristote du juste milieu, qui consiste à trouver le juste milieu entre deux extrêmes, s'applique ici aussi. Dans le contexte de l'établissement de limites, il s'agit d'équilibrer notre désir d'être utile avec la nécessité de maintenir notre propre santé et notre bonheur. C'est une forme de sagesse pratique, ou phronsie, qui nous guide pour prendre des décisions qui sont bonnes à la fois pour nous et pour ceux avec qui nous interagissons. L'accent mis par Platon sur l'âme bien ordonnée, celle qui harmonise les parties du soi, peut être vu dans l'acte de fixer des limites.
En définissant ce que nous accepterons et n'accepterons pas, nous créons un ordre interne, en nous assurant que nos aspects rationnels, fougueux et appétitifs sont alignés. Cette harmonie en nous-mêmes nous permet d'interagir avec le monde d'une manière plus équilibrée et plus efficace. Carl Jung, du point de vue de la psychologie des profondeurs, pourrait suggérer que l'établissement de limites est une partie essentielle de l'individuation, le processus de devenir pleinement soi-même. En délimitant où nous finissons et où les autres commencent, nous protégeons non seulement notre énergie psychique, mais encourageons également les autres à se lancer dans leur propre voyage de découverte de soi. Quatrièmement, être considéré et traité comme fragile. Il y a une leçon essentielle que beaucoup d'entre nous apprennent à la dure, le risque d'être perçu comme toujours disponible, toujours prêt à tout laisser tomber pour les autres. C'est un chemin qui peut conduire à se sentir sous-évalué et tenu pour acquis. C'est comme si vous étiez la vieille voiture fiable que tout le monde s'attend à ce qu'elle démarre le matin sans jamais penser à l'entretien qu'elle nécessite. Mais c'est là que le changement se produit, un moment de transformation que le stoïcisme et ses interprétations modernes peuvent nous guider à merveille. Lorsque nous commençons à fixer des limites, à dire non avec assurance lorsque les circonstances l'exigent, nous initions un changement profond. Il ne s'agit pas seulement de refuser des demandes ou de refuser de l'aide, il s'agit de signaler un profond respect pour notre propre temps et notre énergie. Marc Aurèle le présenterait probablement comme un acte de respect de soi. Il a dit que ce ne sont pas les actions des autres qui nous dérangent, mais nos jugements sur ces actions. Dans ce contexte, décider de fixer des limites est un jugement selon lequel notre paix et notre bien-être sont primordiaux. Sénèque offre une sagesse qui s'accorde bien avec l'idée de fixer des limites. Il a enseigné que la vraie liberté vient de l'intérieur, d'être maître de soi-même. En choisissant quand et comment dire non, nous exerçons cette liberté, démontrant que notre temps et notre énergie nous appartiennent, et non aux caprices des exigences des autres. Épictète nous rappellerait probablement que nous ne pouvons pas contrôler la façon dont les autres perçoivent nos actions, mais que nous pouvons contrôler nos actions elles-mêmes. Fixer des limites est un exercice qui consiste à se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle, nos propres actions et réponses. Platon pourrait voir l'acte de fixer des limites à travers le prisme de sa théorie des formes, où la forme idéale d'utilité n'équivaut pas à une disponibilité illimitée. Il s'agit plutôt d'offrir de l'aide d'une manière durable et respectueuse de l'intégrité et du bien-être de l'aidant. Carl Jung, du point de vue de la psychologie analytique, pourrait suggérer que la fixation de limites est cruciale pour l'individuation, le processus de devenir pleinement soi-même. En balisant nos limites, nous définissons qui nous sommes par rapport aux autres, ce qui est essentiel pour la santé psychologique et le développement personnel. Ainsi, lorsque nous commençons à fixer des limites, c'est une déclaration de notre valeur. C'est dire au monde que j'apprécie mon temps et mon énergie, et que vous devriez le faire aussi. Cet acte ne nous rend pas moins serviables ou attentionnés. Au contraire, cela nous permet d'offrir de l'aide quand cela compte vraiment, sans que le ressentiment ou l'épuisement n'obscurcissent nos intentions. Il s'agit d'être respecté, pas seulement nécessaire. Cette transformation n'est pas seulement libératrice pour nous. Il enseigne subtilement aux autres à respecter notre temps et notre énergie. C'est une leçon de respect mutuel, une rue à double sens où nos limites enseignent aux autres comment interagir avec nous d'une manière qui honore nos contributions et nos limites. N'oubliez pas que fixer des limites n'est pas un signe de faiblesse ou d'égoïsme. C'est une puissante déclaration de respect de soi et une étape essentielle vers des relations saines et équilibrées. En valorisant notre propre temps et notre énergie, nous apprenons aux autres à les apprécier aussi. Ce changement améliore non seulement notre estime de soi, mais approfondit également le respect que nous recevons de ceux qui nous entourent. Poursuivons cette sagesse, en embrassant la force qui découle de la connaissance et de l'affirmation de notre valeur. Alors, après avoir erré dans les riches paysages du stoïcisme et exploré les nuances de la gentillesse, des limites et du soin de soi, quelle est l'essence qui nous reste à retenir? C'est une prise de conscience profonde, vraiment, qui remodèle non seulement nos actions, mais aussi notre approche même de la vie. Le stoïcisme, avec ses racines anciennes et sa sagesse intemporelle, n'est pas un appel à se retirer du monde ou à endurcir nos cœurs contre les besoins des autres. Loin de là. C'est une invitation à s'engager avec le monde plus profondément, plus sagement, avec une compréhension claire de nos propres limites et un engagement inébranlable envers notre paix intérieure. Cette philosophie nous enseigne un équilibre rare et précieux dans le monde d'aujourd'hui, où le rythme est rapide et souvent exigeant. Cela nous montre que la vraie générosité ne consiste pas à donner jusqu'à ce que nous soyons épuisés. Il s'agit de donner d'une manière qui enrichit à la fois celui qui donne et celui qui reçoit.
C'est une forme de générosité durable, enracinée dans une conscience profonde de nos propres besoins et un désir sincère de répondre aux besoins des autres. Vivre une vie stoïcienne signifie naviguer dans la danse délicate entre prendre soin des autres et prendre soin de soi-même. Il s'agit de reconnaître que nous ne pouvons pas verser dans une tasse vide, que notre capacité à être là pour les autres dépend de la façon dont nous prenons soin de notre propre bien-être. Marc Aurèle, Sénèque et Épictète, tous ces sages stoïciens, étaient sur quelque chose de profond. Ils ont compris que la paix intérieure n'est pas un état passif, mais le résultat de choix conscients et délibérés sur la façon dont nous nous engageons dans le monde et où nous fixons nos limites. Il s'agit de trouver de la joie dans l'acte de donner, sans attacher notre bonheur au résultat de nos actions ou à l'approbation des autres. Le stoïcisme nous enseigne à trouver l'accomplissement dans la connaissance que nous avons agi selon nos principes, que nous avons contribué au monde d'une manière qui est fidèle à nos valeurs et respecte, à nos limites. Et voici peut-être la plus belle partie. Lorsque nous vivons selon ces principes stoïciens, nous créons un effet d'entraînement. Notre approche de la vie, fondée sur la sagesse et le respect de soi, devient un modèle pour les autres. Nous montrons qu'il est possible d'être gentil sans se perdre, d'être généreux sans devenir martyr. Nous inspirons ceux qui nous entourent à trouver leur propre équilibre, à protéger leur paix intérieure tout en ouvrant leur cœur au monde. Donc, ce qu'il faut retenir de tout cela, c'est un appel à vivre avec audace et compassion, avec une conscience aiguë de nos propres besoins et des besoins des autres. C'est un encouragement à fixer des limites qui nous permettent d'être présents et authentiques dans nos actes de gentillesse. Le stoïcisme ne consiste pas à se retirer du monde. Il s'agit de s'y engager plus pleinement, avec une compréhension lucide de ce que signifie bien vivre. Alors que nous touchons à la fin de ce voyage, rappelez-vous que le chemin du stoïcisme n'est pas celui de l'isolement, mais d'un engagement profond avec le monde. Il s'agit de cultiver un sanctuaire intérieur de paix, à partir duquel nous pouvons étendre notre gentillesse et notre générosité sans nous perdre dans le processus. Cette sagesse, ancienne et pourtant si vitale aujourd'hui, nous invite à vivre pleinement, à embrasser l'équilibre délicat entre donner et préserver, entre être là pour les autres et honorer nos propres besoins. Et maintenant, alors que nous méditons sur ces enseignements intemporels, je vous invite à explorer davantage. À l'écran, vous trouverez des suggestions de vidéos qui approfondissent l'art de bien vivre, la recherche de l'harmonie parfaite entre les exigences du monde et les murmures de nos âmes. Continuons à grandir ensemble, à inspirer et à être inspirés, alors que nous naviguons dans la belle complexité de la vie avec sagesse, courage et un cœur sans limite. Merci de partager ce moment avec moi et de faire partie intégrante du Stoic Journal.